Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de votre rendez-vous économique comme chaque dimanche après cette courte pause. Rebonjour mon cher Thomas. Rebonjour Maxime. Et vous allez aborder quel sujet ce matin dans Osez investir ? Eh bien Maxime, il y a une idée reçue selon laquelle on ne peut pas épargner lorsqu'on a un petit salaire. Alors info ou intox, je vous y réponds dans un instant. Et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet brûlant. Comment investir dans l'immobilier locatif alors que le marché du logement traverse une crise historique ? Pour en parler, j'accueille Pierre-François, cofondateur de Cataneo, spécialiste de l'investissement locatif clé en main. Et puis nous finirons notre rendez-vous dominical avec Marion Chapelle-Massot en duplex, notre consultante en gestion de patrimoine, qui va nous parler du présent d'usage. On voit que les fêtes de fin d'année arrivent. Eco-Réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, Thomas, concerne énormément de ceux qui nous écoutent, avec un chiffre qui a fait son apparition dans l'actualité il n'y a pas très longtemps, c'est qu'un salarié sur 3 n'arrivait même pas en réalité à subvenir aux besoins essentiels de son mois. Donc la question très concrète qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut vraiment épargner quand on a un petit salaire ? Oui Maxime, et c'est même important de le rappeler, on n'épargne pas parce qu'on est riche. C'est souvent l'inverse d'ailleurs, on devient plus solide financièrement parce qu'on épargne même de petites sommes. Avec un SMIC, mettre 20 ou 30 euros de côté peut sembler dérisoire, mais sur un an, cela fait déjà plusieurs centaines d'euros. L'enjeu, ce n'est pas le montant au départ, c'est surtout la régularité de l'épargne. Et concrètement, comment on fait pour arriver quand, je le disais, chaque euro compte ? L'astuce, c'est de renverser la logique. Beaucoup se disent, j'épargnerai ce qu'il me reste à la fin du mois. Sauf qu'il ne reste souvent rien ou pas grand-chose. Alors, il faut faire justement tout simplement l'inverse. Prélever une petite somme dès que le salaire tombe avant de commencer à dépenser, c'est ce qu'on appelle se payer en premier. Et quand la somme est petite, on ne la ressent presque pas. Ensuite, 1 ou 2 petits ajustements, renégocier un forfait, traquer un abonnement inutile et on libère quelques euros de plus. Et pour ceux qui rétorqueraient de façon un peu facile, non mais d'accord, mais ça sert à quoi d'épargner si c'est si peu d'argent à la fin ? Ça sert à créer d'abord un premier filet de sécurité. La petite épargne, c'est celle qui évite le découvert, qui permet de réparer une panne de voiture sans s'endetter. Et surtout, elle change le rapport à l'argent. On découvre qu'on peut reprendre la main. Et quand la situation s'améliore, une augmentation, un travail mieux payé, cette habitude d'épargne est déjà en place. Les montants augmentent sans effort. Au fond, Maxime, ce qu'on peut dire, c'est que l'épargne, ce n'est pas qu'une question de richesse, mais c'est avant tout une question d'habitude. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Puisqu'on parle d'épargne, au bout d'un moment, l'épargne peut servir à investir. Et précisément, Thomas, nous sommes avec Pierre-François, cofondateur de Cataneo, créé en 2017. Et c'est une entreprise spécialisée dans l'investissement locatif, clé en main. Bonjour Pierre-François. Bonjour Thomas, bonjour Maxime. Alors, on entend souvent quand même, et un peu partout, parler que le marché du logement est à l'arrêt, chute des ventes, hausse des taux d'intérêt, fin de certains dispositifs fiscaux, dont le fameux Pinel, dont on a parlé les années passées, les investisseurs donc qui se retirent. Bon, on s'est même fait nous-mêmes souvent le relais d'ailleurs dans Investir de toutes ces problématiques. Mais selon vous, Pierre-François, qu'est-ce qui explique cette crise et surtout comment elle impacte les particuliers qui veulent encore investir en immobilier locatif ? Alors déjà en introduction, moi je dirais qu'en 2025, il y a toujours de vraies opportunités d'investissement locatif dans l'immobilier. Ce qui explique les crises, c'est on va dire la succession d'événements extérieurs qui ne sont pas liés à l'immobilier en direct. Ça va être la guerre en Ukraine, la Covid, la réglementation qui a pu être liée avec la loi climat, l'encadrement des loyers. Mais finalement, on se rend compte qu'on a un environnement turbulent qui bouge en permanence et on doit s'adapter à cet environnement. Si on attend d'avoir le grand ciel bleu dans l'immobilier, on ne fera jamais rien. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut sortir de ces zones de confort, aller vers des zones effectivement plus turbulentes, mais c'est pas effectivement donné à tout le monde. Pierre-François, la demande locative explose en France. On ne trouve pas de biens à louer. Il n'est pas rare d'observer d'ailleurs plusieurs dizaines de dossiers de candidature et quelquefois même plus d'ailleurs pour obtenir un logement. C'est le constat du moment qu'on peut faire. On peut même préciser d'ailleurs qu'à Lyon, en moyenne, c'est quand même 10 dossiers pour un logement. Donc c'est catastrophique, on peut le dire. Exactement. À Lyon, il vaut mieux être propriétaire. On aura énormément de sécurité locative que locataire où c'est très complexe. Et donc aujourd'hui, on se pose des questions de comment relancer l'offre de logements, créer des nouveaux logements. C'est un vrai sujet.
Alors, est-ce que les investisseurs, question importante quand même, reviennent ou sont en position d'attente ? On va différencier deux marchés et deux comportements. Dans l'immobilier neuf, effectivement, c'est très compliqué. Le marché est quasiment à l'arrêt. En revanche, il y a un marché de report sur l'immobilier ancien et on est dans une période avec énormément d'opportunités. Les prix ont baissé. Les taux d'emprunt ont un peu baissé par rapport à il y a un an et on a des biens à revaloriser, des biens anciens qui nécessitent de la rénovation. Donc on peut acheter moins cher avec des loyers quand même qui restent assez élevés et donc il y a des opportunités à concrétiser en ce moment, notamment dans le marché immobilier ancien. Alors justement, le marché immobilier ancien, parce qu'on est d'accord qu'il se déplace vers ce marché-là, parce que le neuf est quand même totalement sinistré. Donc l'ancien, c'est plus disponible, mais il n'y a pas forcément de dispositif fiscal attractif en revanche. Alors aujourd'hui, on a quand même, en fin 2025, on a le loueur meublé qui fonctionne bien. Aujourd'hui, on a de grosses discussions de changements potentiels avec le statut du bailleur privé. On ne sait pas encore définitivement comment ça va évoluer. Quoi qu'il en soit, il faut se dire que durant un cycle de détention de 10, 15, 20 ans d'un bien immobilier, forcément, on aura de l'incertitude réglementaire, fiscale, d'où l'importance quand même de passer à l'action et ensuite d'être agile selon les opportunités et les mouvements du marché. Alors vous parlez d'agilité, ça veut dire que l'avenir de l'immobilier est dans l'ancien aujourd'hui ? C'est complètement ce dont nous croyons chez Cataneo. L'avenir de l'immobilier est dans l'ancien. Alors, c'est quoi un bon actif aux yeux d'un investisseur, Pierre-François ? Pour moi, il y a 3 questions à se poser. Bien acheter, en termes de prix, de marché, en comparaison. Bien louer, est-ce qu'on va avoir une cible locative, est-ce qu'on va louer facilement toute l'année, et potentiellement bien revendre. Ça, c'est la question de la liquidité. Et effectivement, si on a de la prise de valeur, c'est quand même la bonne surprise. Faut pas oublier que le premier investissement que l'on fait, c'est généralement le premier que l'on revend. D'où l'importance d'acheter dans un secteur qui laisse quand même un petit peu de liquidité. Alors vous dites que dans un contexte compliqué, il faut aller vers l'investissement locatif clé en main. Pour quelle raison ? En fait, le côté clé en main va apporter déjà de la sécurité, un savoir-faire, parce que dans un projet immobilier, il y a beaucoup de complexité. Choisir le bon montage fiscal, la bonne dimension financière. Et avant tout cela, il y a une approche qui est très importante, c'est de réfléchir à la stratégie. Pourquoi on investit ? Est-ce que c'est dans un horizon à moyen long terme ? Bien dimensionner le projet par rapport à son quotidien pour pouvoir continuer de partir en vacances et ne pas manger des pâtes le soir pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc d'abord une phase de conseil, de stratégie, et ensuite les acteurs du clé en main vont vraiment permettre d'accélérer, faciliter et sécuriser la réalisation du projet. Alors ce qu'on entend dans ce que vous nous expliquez, c'est que c'est plus confortable effectivement pour l'investisseur, le clé en main, il s'occupe de moins de choses, etc. Mais en revanche, est-ce que ça lui donne une meilleure performance pour autant ? J'ai envie de vous dire, regardez, vous allez bien au restaurant et pourtant vous savez cuisiner. Nous, dans l'immobilier, en tant qu'acteurs dans l'immobilier ancien, on va faire passer un bon moment à l'investisseur et grâce à notre savoir-faire, notre réseau, on va savoir détecter les bonnes opportunités, parfois un petit peu moins chères que le marché, et on va avoir quand même un gain, un savoir-faire pour gérer les travaux, pour la gestion locative, qui vont être un gain pour les investisseurs. Faut pas oublier non plus que les frais des acteurs comme nous, d'agences immobilières, vont souvent être déductibles dans le cadre des montages fiscaux et également empruntables. Donc le coût reste très mineur. Alors restons quand même sur le rendement. Dans la période que nous vivons, qu'est-ce qu'on peut espérer de réaliste comme rendement, et est-ce encore intéressant du coup ? Alors très compliqué déjà de se mettre d'accord sur une définition globale du rendement. Moi, ce que je vais appeler le rendement, c'est le rendement net d'exploitation. Combien je gagne, moins mes charges que j'ai payées toute l'année, divisé par le coût complet de l'opération avec les frais de notaire, les travaux. Donc c'est vraiment, on englobe tous les frais. Selon la stratégie, le niveau de risque dans l'immobilier ancien, on peut aller de 3 à 6%. Et vraiment, ce qui va être important, c'est d'utiliser l'effet de levier. Parce que finalement, on va avoir un rendement aussi bien sur l'apport que l'on mobilise, mais également sur la somme empruntée. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'immobilier aujourd'hui. Pierre-François, on est d'accord pour dire que pour faire un bon investissement, il faut bien acheter. C'est la base de tout. Est-ce qu'il y a encore des zones sous-cotées en France aujourd'hui sur lesquelles il est intéressant d'investir ? Selon moi, dans tous les marchés, il y a des opportunités, quel que soit le secteur. Mais est-ce qu'il y a des zones géographiques plus attractives que d'autres ? C'était ça ma question. Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir des éléments
extérieure, dans différentes dimensions en France. Je peux pas vous donner une ville exacte, mais Oui. c'est très compliqué de donner une ville précise. Comme je vous disais, pour moi, dans chaque secteur, il y a des opportunités. C'est souvent des biens qui vont être sous-valorisés lors de leur commercialisation. Est-ce qu'on peut diviser? Est-ce qu'on peut rénover? Est-ce qu'il y a un diagnostic de performance énergétique à améliorer? C'est ces dimensions-là. Il y en a partout. Donner un secteur cible, j'ai envie de vous dire que c'est très compliqué. Alors ma dernière question pour vous, parce que beaucoup de personnes ont envie d'investir, mais ont peur de certaines choses. Alors évidemment, des sujets récurrents dont on parle, et aussi beaucoup sur Sud Radio, parce que nos auditeurs nous interpellent sur le sujet, c'est les squats évidemment, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi les travaux, la vacance locative. Comment on fait pour se prémunir d'un certain nombre de ces difficultés? Justement, on le disait tout à l'heure, se faire accompagner, certes, ça a un coût, mais il ne faut pas oublier combien ça rapporte. Et donc, avec un bon accompagnement, on va pouvoir se prémunir de ces sujets-là. Les squats, c'est quand même des sujets très mineurs. Je crois qu'en 2025, il y en a eu moins de 1000. C'est pour ça que je l'ai mis de côté, un peu Voilà. dans le propos. Et après, pour les impayés, on va avoir des assurances, on va avoir des prises de garantie possibles sur les locataires, la garantie visale. La vacance locative, pardon, je l'ai évoqué, c'est quand même important aussi. Exactement, d'où l'importance de bien choisir son secteur et d'aller dans une zone avec beaucoup de tension. Donc de choisir des zones à proximité des écoles, des transports, des entreprises pour louer facilement. Et donc c'est très important de regarder ce qu'on appelle l'indice de tension locative. Combien on a de locataires en recherche de logement par logement disponible. Donc on a certaines villes où ça peut monter à quasiment 10, Lyon, Paris, Rennes, et d'autres villes où le ratio est inversé. Mulhouse, Saint-Étienne par exemple, où on a plus d'appartements que de locataires en recherche de logement. Donc le niveau de sécurité va directement être corrélé à cet indice de tension. Donc à surveiller les zones que vous venez d'évoquer. Merci à vous Pierre-François d'être venu nous voir. Et je rappelle donc que vous êtes le cofondateur de Cataneo et merci beaucoup d'être, en effet, comme vient de le dire Thomas, passé du côté d'Oser Investir ce matin. Merci. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Pour clore notre dimanche matin économique, mon cher Thomas, nous sommes avec Marion Chapelle-Massot, qui est notre consultante en gestion de patrimoine et la dirigeante du cabinet De Carillon en gestion privée. Et vous allez, Thomas, avec elle, nous parler du présent d'usage. C'est un cadeau très particulier que l'on peut faire à Noël. Oui Maxime, parce que Noël approche, ça n'aura échappé à personne et on peut allier plaisir d'offrir et transmission. Justement Marion, avant de parler précisément de ces présents d'usage, vous vouliez quand même faire un petit peu d'histoire. Ah oui Thomas, car vous venez de parler de transmission et quand on parle de transmission, on pense à patrimoine. Et dans ce mot patrimoine, il y a le mot pater. À l'origine, ce pater, ce n'était pas seulement le père biologique, mais surtout le chef de famille, celui qui organisait, gérait, transmettait. Et déjà dans l'Antiquité, offrir n'était pas anodin. Un cadeau pouvait être un signe de protection, un soutien économique ou même une manière d'équilibrer les liens familiaux. Un peu comme aujourd'hui finalement Marion. Eh bien oui, exactement. Et dans notre droit moderne, Thomas, il existe un dispositif très intéressant qui s'appelle le présent d'usage. C'est un cadeau, mais un cadeau qui ne tombe pas dans la catégorie des donations et qui échappe donc aux impôts et aux déclarations fiscales. La seule condition, simple comme un réveillon, que le cadeau soit proportionné à sa fortune. C'est l'idée d'usage, d'habitude. On ne parle pas forcément évidemment d'un virement de 50 000 €, mais d'un montant cohérent avec son niveau de vie. Et concrètement, comment on s'en sert à Noël qui arrive ? Eh bien, on peut offrir une somme d'argent, un voyage, un objet de valeur, un bijou, tant que l'ensemble reste raisonnable par rapport à son patrimoine. C'est une manière élégante de donner un coup de pouce à un enfant ou un petit enfant sans attendre une succession. Et pour certains, c'est financer le permis. Pour d'autres, une partie des études ou un séjour à l'étranger. Ou tout simplement glisser une enveloppe sous le sapin avec un sourire. Et c'est vraiment sans formalité Marion ? Sans aucune formalité, pas de frais de notaire, pas de papier, pas de fiscalité, tant que la proportionnalité est respectée. Le droit fait confiance au bon sens familial, Thomas. C'est finalement la magie du présent d'usage, un geste de générosité qui circule librement à condition de rester bien évidemment dans la mesure. Un petit outil patrimonial, mais un grand plaisir à offrir. Merci beaucoup ma chère Marion, je retiens qu'on peut donc donner, mais attention à respecter donc la fameuse proportionnalité avec ses revenus. Je remarque également que l'État, il n'y a pas très longtemps, va nous obliger certainement à faire la transparence sur tous nos dons. Merci beaucoup Marion et merci Thomas. On vous retrouve donc dimanche prochain, comme d'habitude, après la matinale week-end. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.